Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Dans l'esprit d'Halloween, je vous propose une affaire criminelle qui s'est produite le soir d'Halloween. 3 membres d'une famille ont été tués le 31 octobre 2010. Ce sera le fils le plus jeune de la famille qui découvrira le corps de sa mère, de son beau-père et de son frère. Qui est le responsable de ce terrible massacre ? L'affaire d'aujourd'hui se déroule au 7052 North Ohio à Sandusky dans la famille Lisk. Cette famille est composée de Devon Griffin, 16 ans, de son grand frère Derek, 23 ans, de sa mère Susan Lisk, 46 ans, de son beau-père William Lisk, 53 ans, et de son demi-frère, le fils de William BJ, 24 ans. Je n'ai pas plus d'informations sur cette famille, mis à part qu'il s'agit donc d'une famille recomposée. Nous voici dans la nuit du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre 2010. Devon passe la nuit chez son père biologique, laissant ainsi à son domicile son frère, sa mère et son beau-père. Le matin du dimanche 31 octobre 2010, Devon part de chez son père et se rend à la messe. En effet, le dimanche, il va à la messe, il chante à l'église. Après la cérémonie religieuse, il rentre chez lui, c'est-à-dire cette fois chez sa mère et son beau-père. Il file droit dans sa chambre et commence à se détendre en jouant à des jeux vidéo. Cependant, au fil du temps, il remarque que la maison reste particulièrement calme, ce qui est inhabituel. Sa famille est censée être là et réveillée. Or là, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un mouvement. Il est alors 13h30 et Devon fait le tour de la maison en cherchant sa famille. Lorsqu'il entre dans la chambre principale, il trouve sa mère et son beau-père allongés dans leur lit. Espérant les réveiller, Devon commence à leur parler tout en se dirigeant vers le côté du lit de sa mère. À ce moment-là, il pense que c'est une blague, que c'est une farce pour Halloween. Comme je vous le disais, ils sont censés être réveillés, c'est bizarre. C'est alors qu'il remarque que le pied de sa mère dépasse de dessous les couvertures. Il tapote alors sur sa jambe pour attirer son attention, mais elle ne donne toujours aucune réponse. Il repousse alors la couverture et c'est à ce moment-là qu'il voit les oreillers imbibés de sang. Il pensait donc que c'était une farce d'Halloween, mais il comprend rapidement que tout est bien réel. Malheureusement, sa mère et son beau-père venaient d'être assassinés. Il s'enfuit alors hors de la maison, il court, il est en larmes, il est sous le choc, il appelle très vite sa tante à l'aide, Lori Morse, et celle-ci arrive alors sur les lieux et appelle le 911. Une fois sur les lieux, les enquêteurs trouvent en effet William et Susan morts dans leur lit. Ils se dirigent ensuite vers la chambre de Derek et celle-ci est verrouillée. La police donne alors un coup de pied dans la porte et trouve Derek recroquevillé dans son lit face au mur. Lui aussi est décédé. Malheureusement, le jeune Devon, alors âgé de 16 ans, venait de perdre sa mère, son frère ainsi que son beau-père. Les 3 corps furent ensuite emmenés et autopsiés et il semble qu'ils aient été tués dans leur sommeil puisqu'ils ont tous été retrouvés dans leur lit et sans trace de lutte. Le médecin légiste a conclu que Derek était mort à la suite d'un traumatisme contondant à la tête. Il a apparemment été frappé à plusieurs reprises, mais le médecin légiste a déclaré qu'il était probablement mort après le premier coup. L'arme ayant tué Derek est un marteau que les enquêteurs ont retrouvé ensanglanté dans la maison. Toujours selon le médecin légiste, William Lisk et sa femme Susan, eux, sont morts par balle à bout portant par une arme de calibre 22. William a reçu 5 balles dans la tête et le visage. Susan a été abattue de 3 balles, 2 balles dans la tête et 1 dans le corps. William aurait été le premier à avoir été tué, alors que Susan aurait tenté de s'enfuir. Il a aussi été démontré qu'elle a été violée. Michelle Gradel, une voisine de William et Susan, a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait entendu ce qui ressemblait à des coups de feu vers 6h30 le 31 octobre. Cela semble en effet correspondre à l'heure des décès de William et de sa femme Susan. Quant à Derek, l'enquête a montré qu'il a été entendu pour la dernière fois à 14h le 30 octobre. Selon des enregistrements téléphoniques, il a parlé à quelqu'un pour la dernière fois à 14h02 le 30 octobre. Et sur la base de plusieurs facteurs, il a été déterminé que Derek avait été tué avant William et sa mère Susan. L'enquête se poursuit au domicile des Lisk et en faisant le tour extérieur de la maison, les enquêteurs trouvent des traces de pas boueuses près de l'étang de la famille, ce qui amène la police à croire que c'est là que l'arme à feu a été jetée.
mais quand les temps ont été vérifiés, aucune arme n'a été retrouvée, même en présence et avec l'aide de chiens renifleurs. Quant à Devon, il a déclaré avoir passé la nuit précédente chez son père biologique, ce qui lui a d'ailleurs probablement sauvé la vie. S'il avait dormi chez sa mère, il aurait fort probablement fait lui aussi partie des victimes. Devon a expliqué aux enquêteurs qu'il était rentré chez lui à 9h30 le 31 octobre avant d'aller à l'église pour se changer et mettre ses vêtements d'église. À ce moment-là, il n'a vu ni ses parents ni son frère. Il est passé trop rapidement, à peine 5 minutes pour enfiler une chemise. Et lors de son court passage, il se souvient cependant d'avoir vu son demi-frère William B.J. à la maison ce matin-là. Ils ont eu une courte conversation qui a semblé étrange selon Devon, car William B.J. a demandé où il allait et combien de temps il serait parti, et pour Devon, c'était très inhabituel de la part de son demi-frère de poser ce genre de questions, de se soucier. Devon a ajouté que William B.J. agissait de manière heureuse, il semblait en fait content, et c'était étrange car selon les dires de Devon, il était habituellement plutôt sombre, alors que là il était heureux, il était optimiste, il était bavard. Étrangement, William B.J. n'était plus présent à la maison après la découverte des corps. Avec tous ces éléments, il a été immédiatement identifié comme le premier suspect. Regardons un peu à présent son histoire, son comportement et ses antécédents. Les enquêteurs ont découvert que William B.J. était un jeune homme assez troublé. En 2002, son père William Lisk avait appelé les forces de l'ordre à cause de son fils, alors âgé de 16 ans, car il menaçait de se faire du mal. Lorsque la police est arrivée, il a attaqué les agents. Il a alors été assigné à résidence et a dû se présenter devant un tribunal pour mineurs pour avoir agressé un gardien de la paix. 2 ans plus tard, en octobre 2004, William B.J. s'est disputé avec sa belle-mère Suzanne et l'a violemment frappée à la poitrine. 2 mois plus tard, il a été inculpé de voies de fait et de vol qualifié pour avoir frappé à nouveau sa belle-mère Suzanne avec une tasse à café et ensuite il a volé ses clés de voiture. Mais un plaidoyer de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale a été déposé contre lui. Les charges ont alors été abandonnées car il a été déclaré inapte à subir son procès. Suite à ces événements et tentant de l'aider, William avait déposé une demande de tutelle en février 2006. Son fils a alors été placé dans un établissement spécialisé, un foyer de groupe à Sandusky, où il a reçu donc un traitement pour sa santé mentale. Mais cela ne sembla pas fonctionner. Car pendant son séjour, la police a été contactée au moins 3 fois car il a été impliqué dans plusieurs bagarres avec son père ainsi que d'autres bagarres avec d'autres personnes dans l'établissement. Par la suite, il a été hospitalisé pour un trouble schizoaffectif de type bipolaire. Et c'est au moment du meurtre que William B.J. avait été mis à la porte de la maison par son père car il avait de nouveau été violent avec sa belle-mère. Il avait attaqué cette fois Suzanne alors qu'elle était sous la douche. Comme vous pouvez le constater, les relations entre William B.J. et sa belle-mère sont très tendues. En réalité, tout a commencé lors du divorce de ses parents et après leur divorce, William B.J. a commencé à mal se conduire, à sécher les cours. Par la suite, son père a épousé Suzanne en 2001. Suzanne a alors tenté d'imposer l'ordre dans la maison et son beau-fils n'a pas apprécié les nouvelles règles. Donc les relations entre deux ont tout de suite été très tendues. Et malgré les combats, malgré les disputes sans fin et parfois même les situations assez dangereuses, William n'a jamais abandonné son fils, il essayait toujours de l'aider, il continuait à lui rendre visite au foyer. Mais d'après le témoignage des amis de la famille, eux, ils parlaient souvent à William de son fils et lui conseillaient en fait de faire attention, de prendre des précautions avec lui. Mais William ne s'inquiétait pas, il savait que son fils ne lui ferait jamais aucun mal. D'après le témoignage des voisins, ceux-ci soupçonnaient également William B.J. d'avoir tué et torturé des animaux de compagnie du quartier au fil des ans, même s'il ne l'avait jamais surpris en flagrant délit. Et nous savons que quand quelqu'un tue des animaux étant jeune, ce n'est jamais bon pour l'avenir. En tout cas, nous voilà maintenant la semaine avant les meurtres. William Lisk avait pris des vacances et avait décidé de chasser le cerf avec son fils. Ce sont tous deux des passionnés de chasse, ils ont plusieurs armes à la maison. Ils se sont alors rendus au chalet de chasse de la famille dans le comté de Carroll, près de la frontière de la Pennsylvanie, à environ 273 km de la maison.
et ils sont rentrés de cette sortie seulement moins de 24 heures avant les meurtres. Après donc leur retour du voyage de chasse, le samedi 30 au soir avant Halloween, William et son fils se sont réunis avec des amis et avec des voisins pour boire quelques bières. Derek Griffin, lui, n'était pas là parce que lui et William B.J. ne s'entendaient pas. La soirée fut apparemment bonne et tout le monde se serait bien amusé jusqu'à minuit. Puis William a souhaité que son fils passe la nuit chez lui, dans la maison familiale, car ils avaient tous les deux bu. Il ne trouvait en fait pas sécuritaire pour lui de le ramener à son foyer. Le canapé avait alors été déplié pour qu'il puisse dormir sur place. Et effectivement, les enquêteurs, lors de la fouille de la maison, ont vu qu'un lit avait été fait sur le canapé. Donc avec les différents témoignages et le lit des faits, ils ont établi avec certitude que William B.J. était bien présent la nuit du drame. Où était-il maintenant ? Alors après que Devon ait quitté la maison le matin du 31 octobre à 9h30, après avoir croisé William B.J., celui-ci est parti dans la voiture, la Ford F-150 de la famille, et il s'est rendu au chalet de chasse. Il s'est arrêté en chemin et s'est acheté un sandwich dans un Subway. Il est resté dans la cabane moins d'une heure car les enquêteurs sont rapidement arrivés et l'ont arrêté. Il a donc été arrêté le soir même du meurtre. William B.J. Lisk a alors été inculpé de meurtre aggravé dans chacun des décès et a été détenu sous caution de 3 millions de dollars. S'il est bien reconnu coupable, il encourt la peine de mort. William B.J. lui n'a fourni aucune explication à ces meurtres, il n'aurait pas de mobile, il aurait agi suite à sa maladie mentale et sa schizophrénie. Il a ensuite dû repasser des examens pour déterminer si cette fois il était apte à passer son procès et il fut déclaré apte car son procès a bien eu lieu en 2011. Durant le procès, il a parlé sans émotion, il s'est malgré tout excusé de son geste et a expliqué qu'il les avait tués suite à sa maladie mentale. Ses avocats ont soutenu qu'il n'était pas coupable pour cause d'aliénation mentale et d'ailleurs des évaluations de psychologues ont mis en évidence en effet ses problèmes de santé mentale auprès du tribunal. William B.J. Lisk lui a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation de meurtre aggravé. À la fin du procès, il a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il a en fait évité la peine de mort en acceptant un accord où il devait plaider coupable. Quelques années après sa condamnation, le 31 octobre 2015, à 23h25, William B.J., 29 ans, a été retrouvé mort dans sa cellule à l'établissement correctionnel Ross. Il s'est suicidé. Pensez-vous maintenant qu'il aurait été plus judicieux de le mettre dans un établissement psychiatrique plutôt que dans une prison ? Et un autre malheur s'est rapidement abattu sur la famille Lisk seulement le lendemain des meurtres. C'est la sœur de William Lisk, Susan Dunmeyer, qui a été retrouvée morte le lundi 1er novembre 2010 au matin. Elle est morte à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans son garage. L'esprit d'Halloween s'est donc abattu une seconde fois sur cette famille. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'attends comme d'habitude vos commentaires et réactions sur cette affaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.